Chapitre 16 Paris, passage Jouffroy, dimanche 18 octobre 2015, 10 heures. Police hurla-t-il à l'intention de la haute silhouette qui se dressait derrière le grand comptoir en bois. Un instant, il demeura abasourdi. Le type avoisinait le mètre 90. Comment avait-il pu ne pas voir entrer une masse pareille? Du type en question, couvert par un long par-dessus, il ne devinait pas grand-chose. Quant à son visage, il était en grande partie dissimulé sous une capuche rabattue. Tout ce qu'il en discerna fut l'ébauche d'une mâchoire volontaire et surtout la tension redoutable de deux yeux invisibles qu'il sentit se poser sur lui et le détailler comme un entomologiste l'aurait fait d'un insecte avec la même attention glacée. « Les mains sur la tête !» ordonna-t-il encore, tandis que l'homme demeurait immobile, le fixant, évaluant, peut-être, les chances qu'il avait d'échapper à une balle. Mauvais calcul, Malo était un excellent tireur. Il le tenait. Bon sang, il le tenait. Il n'aurait pas cru que ce serait si facile. À genoux, douce. Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Derrière lui, la porte s'ouvrit, le projetant en avant, alors que la voix de mademoiselle Mignon résonnait à ses oreilles. « Capitaine !» Il se rattrapa comme il put et tenta de remettre son suspect en joue. Trop tard. Ce dernier, bondissant par-dessus le comptoir avec une agilité quasi surnaturelle, se jeta sur lui et, d'un coup du tranchant de la main, lui arracha son arme qui vola à travers la pièce pour s'immobiliser contre le pied d'un fauteuil empire. Il se déplace trop vite, songea un instant Malo, qui tenta de frapper l'autre d'un bon crochet, en pure perte. Ce type, pour quelqu'un d'une telle stature, avait une rapidité de déplacement ahurissante. Malo, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à l'arrêter, ni même à l'effleurer. Ses coups passaient à côté, frappaient dans le vide. L'autre esquivait, cherchait l'ouverture. Malo, qui avait pourtant pratiqué quelques sports de combat et, dans sa carrière de flic, avait totalisé de belles bagarres, n'en revenait pas. Une main jaillit soudain du tourbillon de membres qui s'agitait devant lui et le saisit à l'épaule. Il sentit des doigts noueux comme des ceps de vigne chercher un point, trouver et commencer à presser. Une douleur effroyable, comme une crampe atroce, fulgura dans sa poitrine. Il poussa un hurlement, tenta de se dégager, mais la main qui le tenait lui semblait de pierre. Le bras qui la poursuivait ne bougeait pas d'un iota. Sous l'étoffe, il sentait les muscles, comme des tendons d'acier, se tendre et se raidir, alors que la savante pression s'imprimait dans sa chair, que la douleur montait encore. Il crut voir mademoiselle Mignon s'agripper au bras qui le martyrisait pour essayer de décrocher cette main qui jouait avec ses nerfs, mais plus encore, devinait-il, avec quelque chose de plus profond, que le jeu des doigts d'acier était en train d'altérer, de modifier. Pas pour son bien. Il avait beau tenter de se dégager, rien n'y faisait. Ni ses efforts, ni ceux de l'enseignante ne parvenaient à arracher de son corps ses doigts cruels. Et le visage du meurtrier, qui n'était pourtant plus qu'à quelques centimètres du sien, lui était caché. Alors même que les doigts de l'autre pressaient, de manière plus insistante encore, à un rythme précis, lui revint en mémoire l'expression d'horreur et de souffrance abominable imprimée sur les traits du pauvre type, à l'aventurier. Il sut très exactement ce qui lui était arrivé. Il ne lui restait plus qu'une chance, une unique chance. « Albert !» hurla-t-il de toutes ses forces vacillantes. À Aurillac, au commissariat, Albert apparaissait presque par magie dès qu'il l'appelait. Dans l'océan de douleur où il nageait maintenant, il espérait qu'il en serait de même, car il sentait que si la souffrance augmentait encore, et le miracle se produisit. Un miracle brutal, certes, mais un miracle tout de même. Quelque chose à mi-chemin entre le taureau et l'ours déboula soudain dans la boutique et les envoya tous valser par terre. Albert ne faisait pas dans le détail. Les voyant tous les trois inextricablement mêlés, il avait décidé de les séparer à sa manière, celle du terrain de rugby. Force était de constater son efficacité puisque Malo
sentit enfin s'arracher de lui les doigts noueux qui le torturaient et, c'était une question de seconde, allait finir par le tuer. Il tomba au sol, en compagnie de mademoiselle Mignon, qui atterrit un peu plus loin, et de son agresseur qui, lui, se releva aussitôt avec une agilité de chat et bondit vers la porte. « Albert, arrêtez-le » Mais il était trop tard. Albert avait bien tendu un bras pour le retenir, mais le meurtrier l'avait esquivé et filait déjà. Sans perdre une seconde, Malo se remit sur pied, ramassa son arme et se rua à son tour dehors. Il avait mal partout, mais s'en soucierait plus tard. Il fit forte impression en sortant de la boutique, son arme à la main, échevelé, la chemise et le blouson en vrac, le regard fou. Il eut des cris et des mouvements de panique. On lui laissa toute la place alors qu'il pivotait d'un côté, de l'autre, avant de voir le type fendre la foule vers la droite en direction du coude du passage. « Police, écartez-vous » hurla-t-il en se mettant à son tour à courir dans le sillage de son agresseur. Bon sang, il n'allait pas le laisser s'enfuir. « Patron, attendez-moi » Albert était dehors lui aussi, mais il était trop lent, beaucoup trop lent. Malo tourna à son tour à l'angle pour déboucher sur une cohue, là-haut, au sommet d'un large escalier menant à une double porte surmontée de boiseries rouges illustrées de personnages célèbres. La sortie du musée Grévin. Un groupe de 2 ou 3 visiteurs se tenait dans l'encadrement d'un des battants entr'ouverts et entourait un autre à terre en lançant des invectives vers l'intérieur. Constatant que le battant était en train de se refermer et que son coupable y était entré, il accéléra pour le suivre avant que le panneau ne se verrouille. « Patron » résonna encore derrière lui la voix formidable d'Albert. Il se retourna juste pour hurler à son second. « Dehors ! Allez dehors ! À l'entrée du musée! Je vais le rabattre vers vous, il sera coincé, vite !» Il n'était pas sûr qu'Albert ait tout compris, mais il ferait ce qu'il lui demandait. Preuve en était qu'il infléchit sa course et, en voyant promener 2 flâneurs comme de vulgaires quilles, repartit en sens inverse vers l'entrée. Malo, sautant par-dessus le groupe de personnes attroupées, devant le battant entr'ouvert qui se refermait déjà, jeta un « pardon » rapide, agrippa le panneau de bois, le fit pivoter et se rua à l'intérieur. Un vigile en costume sombre, dépassé par les événements, tenta de l'arrêter, mais il avait préparé son coup. Levant haut sa carte de police, il répéta une fois de plus « Police ! Il y a un type qui est entré, par où est-il parti ?» Le vigile, qui semblait avoir du mal à suivre, désigna néanmoins la salle derrière lui. « Par là, mon collègue lui court après, moi je suis resté ici pour... » Malo s'enfonça dans une première salle plongée dans la pénombre, où s'alignait un invraisemblable aéropage de personnages célèbres, du dernier chanteur à la mode à des figures de l'histoire de France qui le fixaient de leurs yeux vides, où, malgré tout le soin du sculpteur, on avait pu glisser l'étincelle de la vie. Que ce soit ici ou dans son homologue anglais, le musée Madame Tussaud, Malo ne s'était jamais senti très à l'aise sous les regards de ces créatures de cire. Aujourd'hui, c'était pire encore. Il n'y eut aucun mal à suivre son gibier à la trace, le désordre et les cris d'indignation qu'il laissait dans son sillage étaient immanquables. Poursuivi par le vigile, il n'avait pas cherché à être discret ni à finasser, et avait taillé en droite ligne à travers la boutique du musée que Malo traversa à son tour, s'excusant quand il bousculait un client qui commençait par protester, avant de se taire ou de pousser des grands cris, en découvrant l'arme qu'il tenait toujours à la main. Il descendit au sous-sol, ignora superbement la brochette de sportifs, des présidents et des stars qui y séjournaient, accorda à peine un coup d'œil à Gabin et à Romy Schneider, passa en trombe devant Marilyn, la jupe relevée comme dans 7 ans de réflexion. Son regard, attiré malgré lui, la fixait encore quand il entendit le cri, unique, un cri de douleur atroce qui s'arrêta aussitôt, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. D'autres lui répondirent. Comme il s'élançait vers un escalier et grimpait vers la salle suivante, un groupe de visiteurs affolés, piaillant et hurlant, dévalant les marches en sens inverse, lui bloqua le passage. Se plaquant au mur pour les laisser passer, il reprit sa course, traversa, sans même s'arrêter, le grand théâtre sur les sièges rouges duquel il découvrit des touristes craintifs, dont les regards, pour une fois, étaient tous braqués sur un personnage de chair, la silhouette du vigile échouée au sol.
Il stoppa, écarta 2 ou 3 curieux sans ménagement. Ils s'attendaient à ce qu'il allait trouver, mais ne purent tenir une grimace en découvrant le visage du pauvre type en uniforme sombre. La même expression que celle de l'étudiant affalé sur la table de l'aventurier. Par acquis de conscience, il palpa la veine au cou de la victime pour constater, sans surprise, qu'aucune pulsation ne l'animait plus. Une de plus à rajouter à la liste des précédentes. L'ardoise s'allongeait. Il se releva et sprinta vers l'autre extrémité du théâtre. Une rumeur provenant de la pièce suivante l'alarma. Il accéléra encore, à bout de souffle, pour se retrouver dans une salle de réception aux murs tapissés de rouge. Autour de petites tables de bistrot, des célébrités à la pose, si étonnamment vivantes qu'on les aurait presque crues sur le point de bouger, semblaient vaquer à leurs occupations. Aucun visiteur ne se pressait plus autour de lui, à hurler ou courir dans un sens ou dans l'autre pour fuir un danger illusoire ou réel. Il était seul. Ignorant Arnold Schwarzenegger et George Clooney, il ne put s'empêcher de laisser son regard s'attarder sur les courbes envoûtantes de Monica Bellucci, immortalisée dans la cire, avant de la quitter à regret, passer devant Elton John et Ariel Dombal, pour remonter jusqu'à la salle précédente quand il se figea. Une fois encore, il sentait, pesant sur sa nuque, le poids d'une attention totale, celle qu'un mulot devait ressentir dans un champ quand un Milan en fringale de petit rongeur vient de l'épingler. Le type était là, quelque part, tout proche, peut-être caché derrière une tenture, ou le bar là-bas. Son regard ricochait sur autant de statues, ici Brad Pitt en gilet crème, une veste sur l'épaule, là Carole Bouquet et Thierry Lhermitte, Romy Schneider, Jennifer et d'autres dont il ne se souvenait pas du nom. Il s'arrêta. Romy Schneider? Il venait de la voir en bas dans une autre salle. À ce qu'il en savait, chaque personnage était unique et aucun ne... Il s'approcha lentement de la statue assise sur une banquette dans son ensemble strict mais saillant, le genre qui se faisait dans les années 1970, son beau visage figé en une expression lointaine, image même de l'élégance. Il se pencha. Ses yeux pâles, comme ceux des autres mannequins du musée, ne bougeaient pas, et pourtant, sous leur vide apparent, au fond, tout au fond, Malo devinait comme une étincelle mal cachée, une braise, une flamme, non, un brasier. Le coup fut assené avec une telle violence qu'il bascula en arrière. Il faillit une fois encore lâcher son arme, alors que le mannequin se mettait debout et courait vers la sortie de la salle, sans se préoccuper de ses cris de mise en garde. Il pointa son semi-automatique vers elle et tenta de l'ajuster, en vain. Il se releva tant bien que mal, une sourde douleur dans la poitrine là où le poing l'avait frappé. Comment un type pouvait-il se grimer et se changer ainsi en... Une femme se cachait-elle sous cette capuche? Il se posait encore cette question en dévalant le grand escalier conduisant à l'entrée, orné de colonnades sculptées contre lesquelles se trouvaient adossées quelques princesses de Chine ou d'Égypte antique, supportant un étrange globe. Là-bas, de l'autre côté de la salle, il devinait, filtrant à travers le porche, la lumière du jour et une silhouette en robe qui s'enfuyait. « Halte !» hurla-t-il, bien conscient que ça ne servirait à rien, et allongeant la foulée au risque de dégringoler en bas des marches. Il avait à peine mis un pied à terre que 2 hommes lui tombaient dessus et l'immobilisaient sans ménagement, saisissant son arme et lui rabattant les bras derrière le dos. « Tu bouges plus !» gueula le premier, tandis que l'autre s'ingéniait à lui attacher les mains. Il s'agita, rua en vain. « Mais merde, elle se barre! Elle se barre !» cria-t-il en réponse, alors que la silhouette disparaissait dans la rue, et avec elle, tout espoir d'attraper son coupable, et de revenir à la crime. « Tu la fermes, connard !» hurla encore l'autre qui possédait un vocabulaire limité, mais percutant. « Je suis flic, merde !» protesta-t-il, comme le second le relevait d'une bourrade. « Et c'est mon suspect qui se fait la malle !»« Un flic, c'est ça ! Et moi je suis le pape !» plaisanta le premier, une espèce de cerbère à face ingrate et coupant en brosse, le genre à se prendre pour un héros de série télé. « Si vous ne me croyez pas, prenez ma carte dans la poche de mon blouson, là, à droite !» Un éclair de doute passa dans les yeux et sur les traits grossiers du vigile, qui fit signe à son collègue, presque aussi moche que lui, mais en version rouquine, et plus maigre, de le fouiller. « Vas-y, toi !» Ce dernier fouilla la poche de Malo jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, le sortir, le déplier. Merde, il dit pas des conneries.
C'est vraiment un flic? Il avait l'air soudain très gêné et plus con encore qu'il ne semblait l'être au départ. L'autre, plus têtu encore que bête, rafla le document des mains de son subordonné et y plongea ses petits yeux méchants et porcins. Malo eut la satisfaction de voir son expression bornée se déliter alors qu'il prenait la mesure de la boulette qu'il venait de commettre. Et le premier d'en rajouter une couche. « Putain, c'est un capitaine en plus !» Malo, qui avait de plus en plus de mal à garder son calme, articula entre des mâchoires aussi serrées que des poings. « Bon, vous allez me détacher maintenant ?» Rien qu'au ton de sa voix, même le plus borné des chiens de garde de grande surface aurait compris qu'il était temps d'obéir. Ainsi fut fait, et Malo fut libre. Le criminel était déjà loin, il recevait des excuses embrouillées des deux vigiles sous les regards des badauds qui s'étaient attroupés autour d'eux, semblant considérer l'événement comme faisant partie de l'animation. « Excusez, capitaine, on pouvait pas savoir !» N'en finissait plus de se répandre le premier, celui qui paraissait être le chef, mais Malo n'écoutait pas. Le seul espoir qui lui restait, c'était qu'Albert ait intercepté le fuyard ou la fuyarde, enfin, il ne savait plus. Une voix formidable résonna sous le plafond de la salle et fit sursauter tout un chacun. « Patron, vous devinerez jamais qui je viens de voir passer. Romy Schneider. Quand j'étais petit, je me rappelle, je l'ai vu dans Sissi. » « Je me disais bien que sa tête me rappelait quelqu'un, » constata le second vigile, le rouquin, avec l'expression de celui qui vient d'avoir une révélation. Malo se sentit soudain très fatigué. Cerise sur le gâteau, il vit débarquer, par la porte ouverte, la petite silhouette fantasmatique et volontaire de mademoiselle Mignon, qui se planta devant lui pour trouver le moyen de le toiser d'en dessous et de conclure. « Laissez-moi deviner. Vous l'avez encore laissé filer ?» Très, très fatigué.